Il est 23h40, un mercredi soir. Un onglet reste ouvert sur un rabot à 470 $. L'écran luit dans la cuisine sombre. La maison est calme. Tout le monde dort. Le curseur survole les avis. On ne cherche plus l'information, on cherche la confirmation. 3 vidéos ont défilé, sans le son, montrant des copeaux s'enroulant sous la lame en ruban si fin qu'ils en sont translucides, si réguliers qu'ils évoquent un dialogue entre l'acier et le bois. Il y a déjà un rabot dans le garage. Il a coûté 60 $ dans une quincaillerie il y a 3 ans. Il fonctionne, il dégauchit, il lisse, il remplit chaque fonction qu'on attend d'un rabot. Celui à 470 $ fait exactement la même chose. La différence, s'il fallait la justifier devant la personne qui dort à l'étage, tient à l'équilibre des masses, à la semelle rectifiée à 2 millièmes de pouce près, au toucher de la molette de réglage sous le pouce, au champ particulier de la lame quand elle est parfaitement ajustée, et que le premier copeau s'élève comme un secret qu'on confie enfin à quelqu'un qui comprend. Le curseur glisse vers le panier. Le rabot y reste 3 jours. Durant ces 3 jours, l'onglet est ouvert 9 fois. Chaque visite provoque dans la poitrine une sensation que la journée de travail n'offre pas, et qu'aucun défilement compulsif n'a jamais égalé. Ce n'est pas du matérialisme, ni une quête de statut. Ce n'est pas la dépense impulsive de quelqu'un qui ignore la valeur de l'argent ou le budget du foyer. Quelque chose de plus précis et ancestral pousse le curseur vers le paiement. Et cela n'a presque rien à voir avec les rabots, mais tout à voir avec ce qu'une certaine main estime mériter de tenir. Les psychologues du comportement distinguent 2 catégories de valeurs. La valeur instrumentale, ce qu'un objet fait, et la valeur intrinsèque, ce qu'un objet signifie. Le rabot à 60 $ et celui à 470 $ ont une valeur instrumentale quasi identique. Tous deux aplanissent sur le bois, lissent les surfaces et produisent des copeaux. L'écart entre eux est purement intrinsèque, et cette valeur n'a rien d'irrationnel. C'est la strate de sens que l'objet communique au système nerveux de celui qui le tient. L'outil coûteux dit aux mains ce que l'outil bon marché tait. Il dit « cet artisanat est sérieux ». Ce lien entre vos mains et la matière est sérieux. L'achat ne concerne pas l'outil. C'est une déclaration sur la relation. Et cette déclaration transforme le comportement de celui qui l'a fait. Les mains qui tiennent le rabot de prix sont plus attentives. Les gestes sont plus lents. L'écoute, car bien utiliser un rabot est un acte d'écoute, est plus profonde. L'outil n'améliore pas l'ouvrage par sa seule qualité. Il rend l'artisan plus présent en exigeant plus de présence. Le poids du bois de rose dans la paume, le laiton du capot qui accroche la lumière de l'atelier, la lame testée du bout du pouce, mordante avec une précision telle qu'elle semble déjà avoir un avis sur le bois qu'elle va rencontrer. Le corps reconnaît la qualité avant même que l'esprit n'ait préparé une défense pour le relevé de compte. Les recherches du Dr Kelly Lambert sur le circuit de la récompense lié à l'effort apportent l'explication neurologique de cet achat. Ce canal ancestral, reliant le mouvement physique des mains à la production de sérotonine et de dopamine, ne réagit pas de la même manière selon l'outil. Il répond à la qualité du stimulus sensoriel. Une lame qui broute, qui saute et qui impose une correction constante n'active que faiblement le circuit car la boucle de rétroaction est rompue. Une lame qui glisse, qui rencontre le bois avec une résistance si calibrée qu'elle ressemble à une collaboration plutôt qu'à un conflit, active le circuit à une profondeur que l'outil médiocre ne peut atteindre. Le copeau n'est pas le produit. L'état neurochimique est le produit. Et l'outil d'exception optimise cet état comme un instrument bien accordé sublime l'expérience musicale. On ne paie pas 470 $ pour de l'acier et du bois de rose. On paie pour une activation plus profonde et durable du seul circuit de récompense que la semaine offre avec certitude. Un copeau si fin qu'il s'enroule en une spirale parfaite avant de se détacher de la planche. Le son qu'il produit en quittant le bois. Presque rien, presque un silence. Presque le bruit d'une chose fonctionnant exactement comme elle avait été conçue, par quelqu'un qui avait compris que la conception n'était pas une question d'efficacité, mais de lien entre la main et le résultat. Le rabot à 60 $ ne produit pas ce son. Le rabot à 470 $ le produit dès le premier passage, et la différence entre ces 2 sons n'est pas esthétique. Elle est chimique. C'est la différence entre un circuit qui vacille et un circuit qui tient. La recherche sur la cognition incarnée montre pourquoi la qualité de l'outil importe là où les tableurs budgétaires échouent. Les mains n'exécutant pas seulement les ordres du cerveau, ce sont des organes cognitifs. Elles pensent, elles évaluent, elles traitent l'information en temps réel. Un bel outil prolonge la portée cognitive de la main comme une lentille celle de l'œil. Le rabot coûteux transmet des détails sur le bois que le modèle bas de gamme étouffe. Le sens du fil, l'humidité, les irrégularités de surface au millième près. La main qui tient l'outil d'exception ne tient pas le même objet que celle qui tient l'entrée de gamme. Elle tient un capteur haute résolution,
L'information circulant du bois vers le cerveau est plus riche, plus précise, plus exploitable. Celui qui dit que le ressenti est différent n'est pas vague. Il décrit une réalité cognitive que le prix n'explique pas, mais que le système nerveux vérifie à chaque geste. Le fil du cerisier sous une lame réglée à 3 millièmes de pouce. La résistance change quand le grain s'inverse. Le rabot médiocre transmet cela comme une hésitation floue. Le rabot de précision le dit clairement. Le fil change, ajuste l'angle, maintenant. La main s'adapte sans consulter l'esprit conscient. La surface obtenue marque la distance entre l'à peu près et la précision. Les mains savent ce qu'elles ont produit, et ce savoir réussir la finition, c'est la partie la plus difficile de tout projet. Si vous avez déjà eu des bulles, des traces de pinceau ou une couche qui ne séchait pas, nous avons préparé un guide avec tout ce que le pot ne vous dit pas. Scannez le code à l'écran ou consultez le premier commentaire. Compte là où le vocabulaire et les budgets n'ont pas leur place. L'envie de posséder le meilleur outil possible s'inscrit dans une lignée bien antérieure au garage de banlieue. Durant l'essentiel de l'histoire, les outils d'un artisan étaient ses biens les plus précieux. On ne les achetait pas par saison, on ne suivait pas les modes. Ils étaient acquis lentement, entretenus avec obsession, légués avec respect. Parfois, on les enterrait avec leur propriétaire. La qualité de l'outil affichait le sérieux du métier et l'identité de celui qui l'exerçait. Un homme aux outils médiocres n'avait pas encore mérité mieux, ou ne prenait pas son travail assez au sérieux pour investir dans ses instruments. La révolution industrielle a rompu ce pacte. La production de masse a rendu les outils jetables, interchangeables, sans âme. Celui qui dépense 470 $ pour un rabot manuel, quand il en existe à 60 $, remonte 2 siècles d'histoire pour renouer avec l'ancien accord. L'outil fait partie de soi. La qualité de l'outil témoigne de la qualité de l'attention. Et l'attention, c'est le travail. Tout le reste n'est que du bois. Le pic de réminiscence ajoute une dimension personnelle que l'histoire culturelle ne suffit pas à expliquer. La mémoire montre que les expériences vécues entre 15 et 25 ans sont conservées avec une intensité exceptionnelle. Pour beaucoup d'artisans, l'expérience fondatrice n'était pas un achat, mais une rencontre. Le rabot d'un grand-père, lourd et précis, transmis sur un établi avec un simple, celui-ci te durera toujours. Les ciseaux d'un père dans leur trousse en toile sentant l'huile et les décennies. Le modèle de ce qu'un outil doit inspirer s'est fixé là, dans ses mains, sous cette lumière. Le rabot coûteux, acheté à 11h40 un mercredi soir, n'est pas un caprice marketing. C'est un retour à une mémoire sensorielle encodée lors de la formation de l'identité. Le poids du nouvel outil fait écho à l'ancien. Le laiton accroche la lumière de la même façon. L'achat n'est pas une acquisition. C'est la tentative de retrouver ce que l'on tenait quand le monde avait du sens et que l'atelier était un foyer. Il y a celui qui possède des ciseaux à bois coûtant plus cher que tout le bois qu'ils façonneront. Ils reposent dans un étui en cuir onéreux. Ils sont affûtés sur des pierres à eau après chaque usage, un rituel plus long que le travail lui-même. Ils n'ont jamais été prêtés. Quand la main saisit le manche, la posture change, les épaules se redressent, la respiration ralentit. La coupe n'est pas plus rapide qu'avec un outil à 20 $, elle est plus délibérée. Et cette délibération est le but. L'outil de prix ne rend pas le travail meilleur. Il rend l'artisan plus présent. Il élève le niveau en augmentant l'enjeu, créant une attention que l'outil médiocre, par sa négligence implicite, n'exige pas. Il y a cet autre qui a étudié une scie à queue d'aronde pendant 3 mois avant de l'acheter à un artisan qui en produit moins de 15 par mois. La scie est arrivée dans un coffret en bois avec un mot manuscrit. La première coupe fut faite un mardi soir, sans projet, juste pour un trait de crayon sur une chute de pin. Le trait de scie était si fin qu'il se fondait dans le bois. Les dents suivaient la ligne avec une fidélité totale, comme un accord entre l'acier, la main et le graphite, collaborant sur un assemblage encore invisible mais déjà promis. La scie fut ensuite posée sur l'établi et observée longuement, pas admirée, étudiée. Comme un musicien regarde son instrument après une session où celui-ci a obéi au corps, sans avoir besoin d'explication. Il en est un autre qui passe devant 3 quincailleries pour atteindre le seul revendeur qui vend le modèle spécifique de Trusquin équipé d'un couteau rond et non d'une pointe. Le couteau trace une ligne dans le fil du bois, sans déchirer les fibres. La pointe, elle, déchire. La différence est invisible dans l'assemblage fini, pour qui ne sait pas où regarder. Mais les mains, elles, le savent. Elles savent que la ligne était nette, et cette connaissance demeure au bout des doigts pour le reste de la soirée, et la soirée en est légèrement différente, un peu plus ordonnée, un peu plus intentionnelle. Le Trusquin a coûté 80 $ de plus que le modèle à pointe. Ces 80 $ ont acheté une ligne que les mains se souviendraient, un sentiment que ce souvenir produirait, et une version de la soirée que l'outil moins cher n'aurait pu créer. Il en est un autre dont la femme a trouvé un reçu dans la poche d'un manteau, pour une équerre combinée qui coûtait aussi cher que le manteau. Elle a posé des questions,
L'explication a parlé de tolérance, de planéité de la lame, et de la façon spécifique dont l'équerre vient s'appuyer sur le champ du bois. L'explication était exacte, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que l'équerre, une fois en main, produisait un sentiment d'autorité que l'équerre bon marché ne produisait pas. La vérité, c'est que cette autorité changeait la mesure. Non pas dans le chiffre indiqué, mais dans la confiance avec laquelle la ligne de crayon était tracée. Et la confiance changeait la coupe, et la coupe changeait l'assemblage, et l'assemblage changeait l'ouvrage. Et l'ouvrage, une fois terminé, porterait en lui la trace invisible de chaque décision prise avec conviction, et non par approximation. La femme n'a pas compris l'histoire des tolérances, mais elle a reconnu la voix. C'était la voix qu'il employait quand quelque chose comptait d'une façon qu'il ne pouvait réduire pour les besoins d'une conversation. Et elle avait appris, au fil des ans, que cette voix ne concernait pas l'objet. Elle concernait cette part de lui qui n'apparaissait que lorsque l'objet dans sa main était digne de toute son attention. Pour la plupart, dépenser 470 $ pour un outil qui remplit la même fonction qu'un modèle à 60 $, c'est une dépense irrationnelle, un mauvais jugement. Un homme qui confond qualité et extravagance, et ne peut expliquer la différence car elle réside là où les mots ont du mal à aller. Ce qui se joue vraiment, c'est une négociation neurologique, cognitive et culturelle que l'étiquette de prix ne capture pas et que le reçu n'explique pas. Le circuit de récompense lié à l'effort optimise la profondeur de l'expérience sensorielle, choisissant l'outil qui active le plus durablement le seul chemin fiable vers la satisfaction de la semaine. La recherche en cognition incarnée nous dit que l'outil est une extension cognitive, un capteur qui transmet des informations que la version cheap étouffe, et que ces informations changent la qualité de la réflexion que les mains exécutent. L'histoire culturelle nous dit que l'outil coûteux est un pacte avec une tradition que la production de masse a tenté d'effacer, une tradition où la qualité de l'instrument était indissociable de l'identité de la personne qui le tenait. Cette personne ne dépense pas trop, elle investit dans la résolution, dans la présence, dans l'expérience tangible d'aborder le travail avec un instrument qui n'exige pas des mains qu'elle compense ses défauts. Et la distance entre le rabot à 60 $ et celui à 470 ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure dans la qualité d'attention que chacun permet. Et l'attention est la seule chose que les mains aient jamais cherché à acheter. Si vous avez déjà tenu deux versions d'un même outil, l'une cheap, l'autre non, et senti dans votre paume une différence que vous ne pouviez traduire en une phrase qui survivrait à la conversation à table, cette différence était réelle. Il ne s'agissait jamais de l'acier. Il s'agissait de ce que l'acier permettait à vos mains de devenir. La question n'est pas de savoir pourquoi vous dépensez ce que vous dépensez. La question est de savoir ce que cela signifie que la version de vous-même en qui vous avez le plus confiance, celle dont les coupes sont les plus nettes, les assemblages les plus précis, l'attention la plus absorbée par le travail, n'apparaissent que lorsque l'outil dans votre main est digne de l'effort que vos mains lui offrent. Et si l'écart entre ce que vous tenez et ce que vous pourriez tenir est une question d'argent, ou quelque chose de plus ancien et de moins négociable. Si cette vidéo vous a offert une nouvelle façon de comprendre ce qui se passe dans votre atelier, nous avons fait quelque chose pour vous. Dans le premier commentaire sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un guide que nous avons créé pour obtenir une finition parfaite à chaque fois. Des centaines d'abonnés l'ont déjà, cela pourrait valoir le coup d'œil.